En onde et Joubert LP. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Bonjour le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 9 novembre 2021, en direct de Washington, Idrissa Sedoulia et Mohamedou Oumfa. Pour commencer, les titres. Au Niger, des enfants meurent à Maradi dans l'incendie de leur école en paille. Burkina, un soldat tué et une vingtaine de terroristes neutralisés lors de 2 attaques. Au Mali, le gouvernement de transition regrette les sanctions de la CEDEAO. RDC, des positions de l'armée attaquées dans le territoire de Rwenzori, la population en fuite vers l'Ouganda. En Libye, début du dépôt des candidatures pour les élections présidentielles et législatives cruciales de décembre et janvier. En Éthiopie, un chef rebelle Oromo promet une victoire très prochaine au conflit, objet d'intenses efforts diplomatiques ces derniers jours. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Niger, plus de 25 enfants ont péri ce lundi dans un incendie qui a ravagé leur classe en Payotte dans la ville de Maradi dans le sud du pays. Une tragédie qui intervient quelques mois après une autre du même genre qui a coûté la vie à une vingtaine d'autres enfants dans la capitale Niamey. Les précisions de notre correspondant Abdul Razak Idrissa. Le drame a fait l'objet d'une communication ce lundi en Conseil des ministres par le ministre de l'Éducation nationale. Le bilan fait état de 25 enfants décédés et 14 autres blessés. Selon des sources locales, c'est un peu avant 11h temps universel que l'incendie, dont l'origine est encore inconnue, s'est déclaré dans une école primaire de la ville de Maradi. La majeure partie des salles de cours de l'école étant en paillotte, le feu les a ravagées, causant la mort de ces jeunes dont l'âge varie entre 5 et 7 ans selon des témoins. Comme mesure, le gouvernement a décidé de l'interdiction formelle des classes paillotes au niveau du préscolaire sur toute l'étendue du territoire national. Aussi, 3 membres du gouvernement sont dépêchés à Maradi pour évaluer la situation et présenter les condoléances de la nation aux familles affectées. C'est la deuxième tragédie du genre cette année au Niger. Au mois d'avril dernier, une vingtaine d'élèves du préscolaire perdaient la vie dans les mêmes conditions dans une école d'un quartier périphérique de la capitale Niamey. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique. Au Burkina Faso, l'armée a annoncé hier qu'un soldat a été tué et 3 autres blessés et une quinzaine de terroristes neutralisés samedi à Tankoualou, dans la province de la Komadjari, dans l'est du pays, tandis que 8 autres djihadistes ont été tués à Tapoko, dans le sud-ouest. L'armée dit avoir saisi d'importantes quantités d'armes et de munitions, des engins explosifs improvisés non amorcés, des motos, des moyens de communication et divers objets personnels. Au Mali, le gouvernement a dit regretter hier les dispositions prises dimanche lors d'un sommet de la CEDEAO qui a imposé des sanctions individuelles aux membres de la junte au pouvoir à Bamako. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué que ces décisions ne tiennent pas suffisamment compte des aspirations profondes du peuple malien et des efforts déployés au quotidien par les autorités de la transition. La CEDEAO a dit dimanche avoir reçu une notification officielle de la part de ces dernières qu'elles étaient dans l'incapacité de respecter le calendrier convenu pour les élections de février 2022. Les Sierra Leone ont mis en terre ce lundi des dizaines de personnes tuées dans l'explosion d'un camion-citerne qui a fait 115 morts et 91 blessés selon un nouveau bilan et poussé les autorités sanitaires à demander l'aide de l'étranger pour assister des hôpitaux débordés. Ouverture en Libye des dépôts de candidatures pour les élections présidentielles et parlementaires de décembre et janvier. Les préparatifs vont bon train en dépit des divergences politiques entre camps rivaux. Abdourahmane Dia. Ces élections sont censées être l'aboutissement d'un processus politique laborieux parrainé par les Nations Unies. Parmi les personnalités qui ont d'ores et déjà annoncé leur intention de briguer la présidence figure Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant Muammar Kadhafi, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, et l'ancien influent ministre de l'Intérieur Fatih Bouchaga.
Les candidats ont jusqu'au 22 novembre pour déposer leur dossier. Le dépôt des candidatures pour les élections parlementaires prévues un mois après la présidentielle est lui ouvert jusqu'au 7 décembre dans toutes les villes libyennes. Pour la communauté internationale, la tenue des élections est essentielle pour pacifier le pays qui compte les réserves pétrolières les plus abondantes d'Afrique. L'ouverture du dossier de candidature a lieu alors que le pays est agité par une nouvelle secousse politique après la suspension samedi de la chef de la diplomatie Najla Al-Mangouche, accusée d'irrégularité administrative. Sa suspension a lieu à quelques jours de la tenue le 12 novembre à Paris d'une conférence internationale sur la Libye qui discutera notamment des prochaines élections. En République démocratique du Congo, plus de 5000 personnes se sont réfugiées en Ouganda hier, fuyant les violences dans l'est du pays. Le général Sylvain Ekenge, porte-parole adjoint de l'armée, a accusé d'anciens rebelles du M23, mouvement du 23 mars, d'avoir attaqué ses positions à Tchanzu et Runyoni, avec l'intention de mener d'autres actions dans le territoire de Rutshuru. La direction du groupe armé a démenti être à l'origine des attaques qui ont eu lieu dans la zone de Bunagana, à 80 km de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Bunagana est un important poste douanier par où transitent des produits destinés à la capitale provinciale. Cette zone abrite également du parc des Virunga. L'armée a toutefois récupéré à Tchanzu, selon Luc Albert Bakolé, administrateur militaire du territoire de Rutshuru. En Éthiopie, le chef d'un groupe armé Oromo allié aux rebelles tigréens du TPLF en guerre contre le gouvernement a affirmé que ses combattants étaient près de la capitale, promettant une fin très prochaine au conflit, objet d'intenses efforts diplomatiques ces derniers jours. L'émissaire spécial de l'Union africaine, Olusegun Obasanjo, a évoqué hier devant l'organisation une possible ouverture, même si des obstacles majeurs demeurent. L'ex-président nigérian avait rencontré la veille, dimanche, le leader du TPLF, Debretsion Gebremichael. De son côté, le porte-parole du département d'État, Ned Price, a confirmé qu'il y a une petite ouverture, annonçant le retour hier à Addis Abeba de l'émissaire américain Jeffrey Feltman. Selon lui, la diplomatie américaine discute avec les dirigeants éthiopiens, mais aussi avec le TPLF pour réclamer un cessez-le-feu. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a relativisé lundi le revers historique subi la semaine dernière au municipal par l'ANC, le Congrès national africain. Il a rappelé que le parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid reste majoritaire. Selon les résultats officiels, l'ANC n'a recueilli que 46% des voix. Le parti de Nelson Mandela est arrivé en tête dans 161 des 213 conseils locaux en jeu et va être contraint de former des coalitions, en particulier dans les grandes villes où son recul a été le plus marqué. La France restitue solennellement ce mardi au Bénin 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey, pillés au XIXe siècle par les troupes coloniales, un moment historique de fierté nationale pour les autorités béninoises. Le président français Emmanuel Macron recevra dans la matinée son homologue Patrice Talon pour finaliser la restitution de ces 26 trésors conservés jusqu'ici au musée parisien du Quai Branly et qui rejoindront le Bénin dès mercredi. Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Ici aux États-Unis, la Cour suprême a entamé l'examen de la plainte de 3 musulmans qui accusent la police fédérale de les avoir espionnés à cause de leur religion après les attentats du 11 septembre. Le point avec Yacouba Ouedraogo. 3 résidents de Californie assurent que le FBI a introduit en 2006 et 2007 un informateur dans leur mosquée pour collecter des informations sur les fidèles. Cet homme s'est présenté comme un converti désireux de revisiter ses racines franco-algériennes, a affirmé Ahilan Arulanatham, avocat de l'Association de défense des droits civiques à Clou. La police lui a demandé d'inciter à la violence, mais il a fait tellement peur aux gens avec ses propos sur des attentats à la bombe, le djihad, les guerres en Irak et en Afghanistan, qui l'ont dénoncé à la police, a dit M. Arulanatham. Selon l'avocat, après cet incident,
Il s'est disputé avec les agents et a décidé de rendre public ses agissements comme informateur rémunéré du FBI. L'imam et 2 fidèles ont alors porté plainte contre le FBI pour atteinte à la liberté religieuse et discrimination. Le ministère de la Justice a répondu avoir lancé ce programme de surveillance pour des raisons objectives et pas parce que ces personnes sont musulmanes. Un tribunal de première instance avait donné raison à l'État, mais une cour d'appel a jugé que le tribunal aurait dû examiner à huis clos les éléments protégés par le secret. La Cour suprême doit rendre sa décision d'ici juin 2022. La Haute Autorité de Santé en France a déconseillé hier le recours au vaccin Moderna pour les moins de 30 ans, se fondant notamment sur une étude selon laquelle il accroît légèrement le risque de myocardite et péricardite pour cette population. À mi-parcours de la COP26, les pays en développement ont fustigé lundi les engagements insuffisants selon eux des nations les plus riches, accusées de sacrifier les vies de milliards d'habitants de la planète en première ligne du réchauffement climatique. La capsule de SpaceX transportant le Français Thomas Pesquet et 3 autres astronautes a améri dans la nuit de lundi à mardi au large des côtes de la Floride après un séjour de 6 mois dans la station spatiale internationale. La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg. Au Sénégal, différents acteurs du secteur du tourisme comme Air Sénégal et l'agence de la promotion touristique se sont réunis en atelier la semaine dernière pour réfléchir à un plan d'action commun. Un cadre de concertation permanent et une convention de partenariat, notamment entre le public et le privé, ont été créés, ainsi que des packages Destination Sénégal sur les marchés émetteurs. Les pays vulnérables les plus affectés par les conséquences du réchauffement climatique pourraient voir leur PIB par habitant s'effondrer de plus de 80%, selon un rapport publié hier à l'occasion de la COP26. 8 de ces 10 pays sont situés en Afrique. Parmi les plus touchés figurent la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. La transformation numérique en Afrique suscite de plus en plus d'intérêt pour les services cloud et l'hébergement de données. L'Alliance Smart Africa a signé un protocole d'accord avec l'entreprise HP pour développer le cloud sur le continent. Selon Ecofin, des services cloud seront conçus pour répondre aux besoins de différents secteurs industriels, notamment l'agriculture, la ville intelligente, l'éducation, l'énergie, la finance et la santé. Merci Claire. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour à tous. Football pour commencer. Xavi Hernandez est le nouvel entraîneur du FC Barcelone, déclarant vouloir sortir le club d'une situation difficile lors de sa présentation officielle au Camp Nou hier. Je reviens à la maison, je sais que c'est compliqué économiquement et footballistiquement, a expliqué l'ancien milieu de terrain Blaugrana qui a quitté le banc du club qatari d'Al Sadd, se disant ému devant 10 000 supporters des Blaugrana réunis dans les gradins du Camp Nou. Le technicien catalan a signé son contrat sur la pelouse où il a évolué de 1998 à 2015. Le Barça pointe à la 9e place de la Liga après 12 journées. Pour le premier match de son nouvel entraîneur, le Barça affrontera l'Espagnol Barcelone pour un derby le 20 novembre avant un match décisif en Ligue des Champions contre Benfica le 23. Nouvel entraîneur également à Newcastle en Angleterre, Eddie Howe. L'ancien technicien de Bournemouth a été nommé entraîneur de Newcastle, racheté en octobre par un fonds saoudien et englué à la 19e place de Premier League. Il sera sous contrat jusqu'en été 2024, précise le club anglais. L'entraîneur de 43 ans succède à Steve Bruce qui a quitté les Magpies le 20 octobre par consentement mutuel. Newcastle, son nouveau club, n'a toujours pas gagné le moindre match de Premier League, totalisant 5 nuls et 6 défaites, et accueillera Brentford, concurrent direct pour le maintien lors de la prochaine journée le 20 novembre. Ici, aux États-Unis, le Camerounais Joel Embiid, star des Philadelphia Sixers, a été contrôlé positif au Covid-19 hier. Selon plusieurs médias américains, The Athletics et ESPN rapportent que le pivot de 27 ans suit actuellement le protocole prévu par la NBA pour les joueurs ayant contracté le Covid-19. Embiid devrait être absent pour plusieurs matchs selon ESPN, à commencer par la rencontre face aux New York Knicks. Justement, nous finissons ici en NBA avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière. Eh bien, les Sixers d'Embiid ont été battus 103-96 par les New York Knicks.
Chicago et Brooklyn Nets 118 à 95, Memphis et Minnesota 125 à 118, Dallas et la Nouvelle-Orléans 108 à 92. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. 8 pays d'Afrique producteurs de minerais entrant dans la composition des batteries des voitures électriques ont rendez-vous du 24 au 26 novembre à Kinshasa, en collaboration avec la CIA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Ils devraient constituer une chaîne de valeur régionale des batteries électriques et du marché des véhicules électriques. Pour en parler, Eddie Isango a joint à Kinshasa le ministre de la RDC de l'Industrie, Julien Paluku. Plus ou moins 8 pays qui ont été sélectionnés, dont la Zambie, l'Angola, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, la Guinée, l'Algérie, le Nigeria, parce que dans certains de ces pays, on produit les minéraux qui entrent dans la composition des batteries et des voitures électriques, notamment les lithium, le cobalt, le cuivre, le nickel, les bauxites du côté de la Guinée. À part les pays qui sont aussi producteurs de ces différents minéraux, il y aura tous ces leaders mondiaux du sous-secteur batteries et voitures électriques. C'est notamment Tesla, Simcor, LG, Panasonic, BMW, tous ceux-là sont déjà invités et la facilitation de ces forums est faite par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CIA, qui est pilotée par Mme Vera Songwe, qui accompagne la RDC dans la mobilisation de tous ses partenaires, aussi bien les chefs d'État que les leaders mondiaux dans la production des batteries et des voitures électriques. De quoi bénéficiera la RDC, particulièrement avec ses réserves, beaucoup de minéraux, mais aussi l'Afrique? Avec l'exportation de nos minéraux à l'état brut, nous ne bénéficions pas de plus de 0,01% du marché mondial des batteries et voitures électriques. Donc, si le marché a une valeur de $1000, nous sommes à 0,01$ que nous tirons comme bénéfice. Mais cette fois-ci, avec la création de cette chaîne de valeur régionale ici en République démocratique du Congo, l'ambition, c'est d'au moins 50% de ces marchés. Un marché de 8 000 milliards de dollars américains, si l'Afrique bénéficie en concurrence de 50% de ces marchés, vous comprenez que nous sommes à 4 000 milliards. C'est-à-dire le budget de chaque pays africain producteur de ces minéraux stratégiques peut environner les 100 milliards, les 200 milliards, les 300 milliards et ainsi sortir petit à petit nos populations de la misère. Parce qu'il est impensable que nous fournissions les matières qui alimentent un marché mondial de près de 10 000 milliards et que nous avons des enfants qui ne vont toujours pas à l'école, nous avons des femmes qui meurent à la suite de l'accouchement, nous avons un territoire entier comme la RDC où il n'y a pas de routes, il n'y a pas de connectivité entre les différentes provinces, nous avons un pays où il n'y a pas suffisamment de centrales hydroélectriques. Tous ces contrastes-là, les générations futures pourront commencer à dire il a existé à un moment donné un leadership qui a pensé à la transformation des ressources naturelles au lieu tout le temps de nous considérer comme un scandale. Ça nous fait plaisir de nous considérer comme un scandale alors qu'en même temps, on est en train de couper dans la misère. Est-ce que tout cela ne va pas rester simplement au niveau des discours? Parce qu'on sait que même dans les codes miniers, il est prévu qu'un début au moins des transformations de toutes les matières minérales de la RDC, mais depuis le nouveau code minier en RDC, rien de tout cela n'est fait. On sait qu'il y a un moratoire, mais des craintes sont que cela ne se réalise pas. La spécificité de cette création de chaînes de valeur régionales, c'est qu'elle tire presque ses convictions d'une étude qui vient d'être menée par Bloomberg. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de crainte, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'étude. Le Congo est en retard sur le plan des infrastructures. Qu'est-ce que vous prévoyez pour que la ligne de production de batteries ne puisse pas plutôt profiter aux autres pays avancés, comme c'est le cas avec le Rwanda pour le cas du coltan? Le gouvernement est déterminé désormais à publier tous les contrats. Dans une des réunions du Conseil des ministres, on a passé en revue tous les contrats qui ont été signés. Ça a été présenté par Madame la ministre des Mines. Et parmi les grandes recommandations, c'était de réévaluer tous les contrats. La RDC est sur une voie de la certification de ces ressources naturelles. Julien Paluku, ministre congolais de l'Industrie. Restez branchés sur VOA Afrique à Bukavu sur 97.4 FM. En Libye, on assiste à un bras de fer entre le Premier ministre Abdelhamid
Dbeibah et le Conseil présidentiel qui a limogé la ministre des Affaires étrangères. Une décision que récuse le chef du gouvernement alors que le dépôt des candidatures à la présidentielle du 24 décembre a commencé ce lundi. La vice-présidente américaine Kamala Harris participe vendredi à Paris à une conférence internationale sur la Libye. Pour un éclairage, Abdulrahman Dia a joint à Genève Jalel Arshawi, analyste à l'organisation Global Initiative. Il y a aujourd'hui cet antagonisme qui est en train de se dessiner entre le Conseil présidentiel et le chef du gouvernement, évidemment en sachant qu'on est très près des échéances du 24 décembre. Donc, D'accord. Alors, cette tension au sein de l'exécutif libyen survient à l'approche des élections. Justement, le dépôt des candidatures a démarré ce lundi. Vous pensez que c'est une situation qui contribue un peu à cette tension? Quels sont les enjeux? Les enjeux, d'abord, sont de nature légale, juridique. Il n'y a pas une base juridique solide pour ces élections-là. On entend le président de la commission électorale émettre un discours extrêmement optimiste, mais les fondements juridiques ne sont pas là. Les choses ne sont pas encore bien verrouillées. Il y a une grande vulnérabilité à ce stade. Et donc, sécuritaire également? Sécuritaire, oui, mais pour l'instant, même si le risque existe, évidemment, je ne souhaite pas trop insister là-dessus. Il y a un risque sécuritaire au sein de la capitale, dans d'autres territoires. Mais en tout cas, du point de vue du Conseil présidentiel, pour répondre à votre question, il y a un rôle qu'il pourrait jouer. Et s'il joue un rôle en émettant, par exemple, des décrets exécutifs pour venir, soi-disant, réparer la faiblesse juridique dont je parlais tout à l'heure, il pourrait en faire une opportunité pour s'affirmer politiquement et peut-être même abuser un petit peu de cette opportunité-là. Ce vendredi va se tenir à Paris cette conférence internationale sur la Libye. La vice-présidente américaine Kamala Harris va y participer. Et vous pensez que la communauté internationale devrait insister sur ce calendrier, la tenue des élections pour le 24 décembre? On sait déjà que la communauté internationale insiste d'une manière rhétorique sur ce calendrier, mais ça n'a strictement aucune utilité. Ce qu'il faut, c'est faire de la véritable médiation, condamner, dénoncer les acteurs qui ont saboté le processus, jeter le feu des projecteurs sur eux, faire de la vraie diplomatie de la navette, aller faire des allers-retours. Ça, je ne le vois pas pour l'instant. Vous êtes optimiste quant à la tenue de ces élections pour le 24 décembre? Moi, je ne pense pas qu'il y aura un véritable premier tour des présidentielles le 24 décembre. Je me pose surtout la question de comment est-ce que le report, l'ajournement va se faire. Est-ce qu'il va se faire d'une manière sérieuse et on pourra avoir une année 2022 qui finalement va comporter des élections tout à fait acceptables et qui pourrait constituer une certaine victoire pour le processus démocratique, ou est-ce que le report se fait mal et donne l'opportunité à certains acteurs de venir comme ça s'enraciner et on pourrait même à la limite perdre l'intégralité de l'année 2022. Jalel Arshawi, analyste à l'organisation Global Initiative. Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Tout au long de cette semaine, nous vous proposons une série de reportages qui illustrent le parcours d'élus américains d'origine africaine. Un coup de projecteur sur cette tranche de la diaspora qui s'est frayé une place dans le paysage politique américain. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de la Libérienne Naketa Ricks. Elle est députée de l'État du Colorado pour la 40e circonscription. Les élus africains, c'est une production de Betty Ayoub et Carole Gunsberg. Le récit est de Claire Morin-Gibourg. Bonjour, je m'appelle Naketa Ricks, je suis députée de l'État du Colorado pour la 40e circonscription.
J'ai appris tellement de choses lors de ma première année de session en tant que législateur de l'État. J'ai appris à faire adopter des projets de loi. J'ai appris dans l'ensemble, vous savez, à me conduire en commission. Cela a été un endroit fascinant pour réaliser si vous connaissez réellement la politique, comment les lois sont adoptées, siéger aux différentes commissions, en particulier la commission des entreprises et du travail, ainsi que celle de la santé publique et du comportement où j'ai siégé. Entendre parler des problèmes du Colorado et trouver des solutions pour les résoudre grâce à ces projets de loi était tellement gratifiant pour nous. 1 personne sur 10 ici au Colorado est un immigrant. 6 petites entreprises ici sont créées par des entrepreneurs immigrants comme moi. Ma propre famille est arrivée au Colorado en 1980 après un coup d'État militaire sanglant au Libéria, en Afrique de l'Ouest d'où je viens. Ma mère a été menacée avec une arme pendant plus de 2 heures pendant que ma sœur et moi regardions. Nous ne savions pas si elle allait vivre ou mourir. Et la raison pour laquelle ils l'ont interrogée, c'est parce qu'elle était fiancée à un fonctionnaire du gouvernement. Quand ils l'ont trouvée, ils l'ont traînée dans notre allée avec ma mère. Et juste par la grâce de Dieu, elle n'a pas été prise. Au bout de quelques jours, ils ont rassemblé les 13 ministres du gouvernement, les ont attachés et les ont fait abattre par un peloton d'exécution. Quelques mois après cet événement, nous avons pu venir aux États-Unis et nous sommes finalement arrivés ici à Aurora, où je vis aujourd'hui. Thank you, Representative Briggs. Et donc, me tenir là dans cette maison de l'État et représenter mon district, ce moment était vraiment important pour moi. Vous savez, c'était juste beaucoup à digérer. Mais je pense que c'est de cela qu'on parle quand on évoque le rêve américain. Je pense que les gens viennent du monde entier pour fuir la famine, la guerre, les troubles politiques comme nous l'avons fait, et ils viennent chercher une vie meilleure. Merci Claire. Les restrictions de voyage aux États-Unis mises en place pendant la pandémie prennent fin après plus d'1 an et demi. Depuis ce lundi, les voyageurs du monde entier peuvent reprendre leur vol vers les États-Unis s'ils sont vaccinés et présentent une preuve de test négatif. Nathalie Barge. Les États-Unis ont levé les restrictions sur les voyages en provenance d'une longue liste de pays, dont le Mexique, le Canada et plusieurs pays européens. Bhavna Patel vit à Londres. À cause des restrictions, elle n'a jamais rencontré son petit-fils qui vit à New York. Je veux obtenir un badge, je vais voir mon petit-fils. Vous savez, je veux un grand chapeau ou quelque chose comme ça sur lequel sera indiqué « Je vais voir mon petit-fils ». Dan Godwin, un citoyen allemand, et son épouse américaine Stella se rendent à New York depuis Francfort. Il faut en finir avec les restrictions car il y a un besoin de libre circulation et elles sont contre-productives. Elles limitent les gens sur le plan social. Ma femme est américaine, je suis allemand et cela a affecté la famille. Maintenant, nous pouvons interagir et nous savons que les affaires vont reprendre. Ce coronavirus a été une très grande épreuve pour moi de voir ma famille ici en Allemagne. Donc je suis vraiment heureuse que ces restrictions ont été levées. La nouvelle de la reprise des voyages aux États-Unis a eu un impact immédiat sur les réservations des compagnies aériennes. Klaus Frösum, PDG de Lufthansa Airlines. Nous pouvions le voir dans les systèmes de réservation en quelques minutes ou heures et pour les jours, semaines et mois à venir. Nous avons de nombreuses réservations presque au même niveau qu'en 2019. Les restrictions liées à la pandémie ont eu un impact sur l'économie américaine. Todd Knoop, professeur d'économie au collège Cornell. Comme les gens ont moins voyagé, cela a joué un grand rôle dans l'influence des prix de l'énergie et des matières premières. Et cela ensuite se répercute dans presque tous les aspects de l'économie. Les navires attendent plusieurs jours avant de décharger leur cargaison dans les ports encombrés de la côte ouest, où la plupart des produits en provenance de Chine entrent aux États-Unis. Merci Nathalie. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Mohamedou Houmfa.
Firmin Koyaveda, et à la mise en onde et à la console, nous avions Jonah Camils. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.